Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Georges Naturel, le maire de Dabéa. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de RRB. Merci d'accepter notre invitation et votre actualité, c'est bien sûr votre décision de vous présenter aux élections sénatoriales du 24 septembre. Vous l'avez annoncé le 24 mai dans un bref communiqué. Quand est-ce que vous avez pris votre décision, Georges Naturel? C'est un projet de longue date ou c'est l'envie tout d'un coup d'être parlementaire? Comment ça s'est fait? Non, c'est pas comme ça que je conçois la vie publique et la vie politique en particulier. Je suis élu conseiller municipal de Dabéa depuis 1995. Je suis à mon 3e mandat municipal. Tout le monde sait comment s'est développée la commune de Dabéa ces dernières années. Et donc, j'avais cette volonté d'avoir un mandat en fait qui me permettrait de défendre les communes en Nouvelle-Calédonie et sur l'avenir institutionnel. Je passais par effectivement la présidence de l'Association française des maires. Que vous avez perdu il y a quelque temps, d'ailleurs, dans un climat un peu tendu. Hein. Après, je veux dire, des fois en politique, il y a des organisations qui se mettent en place. C'est fini, vous entendez bien maintenant. L'intérêt des communes et de nos concitoyens qui me préoccupe le plus. Donc en tout cas, j'ai toujours été au proche de nos concitoyens. Et je trouve depuis plusieurs années, du reste, que les communes sont absentes du débat public en général, alors qu'on est vraiment en contact de la population. Donc, ça fait un peu plus d'une année qu'effectivement, j'en ai parlé avec quelques-uns des gens qui sont proches de moi, que j'avais cette intention de me présenter au sénatorial. Alors, vous en avez parlé à des gens, à vos proches, à des gens autour de vous. Le reproche, entre guillemets, qui vous est fait, et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que vous n'en avez pas parlé? Vous êtes membre du rassemblement, du RPCR, plutôt rassemblement depuis des années. Pourquoi vous n'avez pas parlé à votre parti? Pourquoi vous n'avez pas sollicité les dirigeants du parti ou un comité directeur pour faire acte de candidature? Alors écoutez, Elisabeth, c'est vrai que c'est un sujet qui circule sur la place publique. Vous savez que c'est la question. D'abord, il y a des gens qui ne sont même pas au rassemblement qui en parlent, alors que vous avez assisté, vous étiez présente lors du comité directeur où Pierre a annoncé sa candidature. Donc j'ai ici la convocation où il n'était pas question de parler des sénatoriales lors de ce comité directeur. Je pourrais vous le lire, l'invitation à ce comité directeur, on a abordé du reste la position du rassemblement sur les discussions du mois d'avril au niveau national, donc, mais pas du tout des sénatoriales. Pierre était au courant, c'est quelque chose, j'avais échangé avec lui l'année dernière. Le président par intérim du rassemblement était aussi au courant. Alcide Ponga. Alcide Ponga. Après, il était au courant de votre intention, mais peut-être pas de la décision encore. Mais à un moment donné, je veux dire, aujourd'hui... moi, ce que je souhaite, c'est de faire la politique autrement. Je crois que la démocratie, en 2023, on ne la vit pas comme on la vivait il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc, j'aurais souhaité qu'on ait un débat sur éventuellement des candidatures, la mienne ou d'autres. Il y a peut-être d'autres élus légitimes pour se présenter à ces sénatoriales. Ça n'a pas eu lieu. Donc, Pierre a présenté sa candidature. Écoutez, je n'ai pas de souci là-dessus. Il n'y a pas eu de débat particulier. Et pourquoi à ce moment-là, vous n'êtes pas intervenu? Alors, d'abord, le sujet... C'est aussi une question qui se pose. C'était en relativement petit comité directeur du rassemblement. C'était quand même un comité élargi. Et vous n'avez pas souhaité prendre la parole ou faire état devant les militants de votre candidature? C'est pas le lieu pour le faire. J'ai échangé longuement avec le président par intérim, Alcide Ponga, en lui disant que c'était pour moi et pour beaucoup d'entre nous, militants et élus du rassemblement, ce n'était pas les meilleures méthodes en 2023 pour échanger de manière démocratique. Après, écoutez, la décision a été prise, le communiqué du rassemblement, tout le monde le connaît aujourd'hui. Le rassemblement soutient la candidature de Pierre Frogier. Je n'ai pas de souci avec ça. En tout cas, moi, je vais dans cette campagne. Je suis toujours au rassemblement. Comme vous l'avez dit, je suis au rassemblement depuis le retour de mes études. Donc, et je n'ai jamais changé. Contrairement à beaucoup, je n'ai jamais navigué. Je suis toujours au rassemblement. Mais justement, Georges Naturel, vous avez connu le rassemblement, vous avez connu les différentes divisions, l'histoire troublée du rassemblement ces dernières années, surtout si on part du RPCR. Vous craignez pas de créer une nouvelle division au sein de son parti qui en a vraiment vécu un nombre incalculable? Je ne cherche pas à créer la division. Je pense qu'il y a besoin d'unité dans notre pays, d'une manière générale, surtout avec les échéances qui arrivent devant nous. Ma candidature, c'est une candidature que j'ai exprimée, que je défendrai. On n'a pas pu faire de primaire, tout le monde n'aime pas les primaires, je sais, au sein du parti du Rassemblement, les primaires auront lieu... C'est ce que vous auriez voulu, ce qu'il y ait des primaires organisées? Qu'on ait un débat au moins, je veux dire qu'on ait un débat sur les éventuelles candidatures.
que le sénateur sortant se présente, je veux dire, là-dessus, j'ai pas de souci. Il y a 2 sénateurs à élire. Pourquoi pas, et je l'ai dit lorsque j'ai exprimé ma candidature, pourquoi pas avoir 2 candidats du Rassemblement? Je veux dire, c'est quelque chose qui est plausible aujourd'hui. Est-ce que mathématiquement, est-ce que le nombre de grands électeurs fait pas que par obligation, le Rassemblement doit s'allier à quelqu'un parce que vous n'avez quand même plus beaucoup de grands électeurs qui soient estampillés Rassemblement? Écoutez, des alliances, on en a connu plusieurs. Hein. La dernière, du reste au sénatorial, c'était une alliance entre Calédonie Ensemble et le Rassemblement. Cette fois-ci, a priori, alors on n'a pas l'issue finale, mais c'est une alliance entre la présidente de la province sud et Pierre Frogier. C'est entre les loyalistes et le Rassemblement, c'est présenté comme ça, d'ores et déjà. C'est présenté comme ça. Enfin, Sonia Backès a dit les choses assez clairement de cette manière-là, Gilles Royal aussi. Hein. Vous savez, les candidatures, c'est jusqu'au début septembre. Hein. Donc aujourd'hui, il y a 3 candidatures avérées. Il n'est pas impossible que dans les jours qui viennent ou le mois qui viennent, il y ait d'autres candidatures loyalistes. C'est encore une possibilité. Il y a un certain nombre de rumeurs et il y aura de toute façon des candidats indépendantistes. Il y aura sûrement des candidats indépendantistes, comme il y en a eu tout le temps. Vous avez idée déjà de qui ça pourrait être ou ce sera forcément... Enfin, il y a plusieurs noms qui circulent, mais vous n'avez pas pour l'instant de certitude sur... Écoutez, Elisabeth, moi aujourd'hui, mon problème, c'est pas de faire des calculs et de savoir qui se présente et combien de voix je vais avoir. J'ai un projet que je veux défendre. On va en parler. J'ai un projet que je veux défendre. Je veux m'adresser... Là, on s'adresse aujourd'hui au public en général, donc je le fais, il n'y a pas de souci là-dessus. Ma préoccupation, c'est de m'adresser aux 578 grands électeurs. C'est ça l'objectif de cette campagne qui est particulière. Hein. C'est une élection indirecte. Donc les électeurs, ils sont sur le terrain dans les communes. Pierre Frogier a reçu sans surprise l'investiture des Républicains au niveau national. Vous étiez à Paris, vous avez essayé, vous aussi, de l'avoir. Vous auriez aimé avoir une double investiture ou que 2 candidats soient investis? J'ai rencontré des collègues, effectivement, républicains et d'autres élus, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, lors de mon séjour d'une semaine à Paris. J'ai rencontré la présidente de la commission d'investiture, DLR, en expliquant les raisons de ma candidature. La décision n'avait pas encore été prise au niveau DLR, elle a été prise la semaine dernière. Donc le choix a été fait par les Républicains de soutenir le sénateur sortant, ce qui est normal dans ce type de procédure. Maintenant, écoutez, moi, j'accepte la décision et je continuerai à mener ma campagne telle que j'ai envie de le faire. Humainement, c'est pas un petit peu difficile, si je peux me permettre la question un peu personnelle, de genre naturel. Vous êtes un ami de Pierre Frogier depuis longtemps. On a presque envie de dire, vous êtes le balladur de Chirac, un ami de 30 ans, vous vous retrouvez face à face dans une élection, c'est pas compliqué? Écoutez, je suis vraiment désolé de la situation. C'est vrai que c'est un ami de longue date, on a eu une explication sur le sujet. Je suis vraiment désolé de la situation, mais j'ai envie aujourd'hui de m'investir, pas pour genre naturel, je m'investis parce que je pense qu'en Calédonie, on a besoin de faire de la politique autrement. Les blocs, ça va. On le voit depuis quelques années. C'est pas ça qui nous fera sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui a des conséquences énormes sur le financement des collectivités, sur le monde économique en général. Donc il faut qu'on en sorte. Et avec mon expérience de terrain, de maire depuis un certain nombre d'années, de connaissance du terrain, que ce soit de la société civile, du monde associatif, je pense qu'on doit aujourd'hui faire de la politique autrement. Mais c'est bien ça mon objectif. À la fois, on en a assez, vous dites, de la politique des blocs. Hein, effectivement. Voilà. Mais dans le même temps, on a l'impression qu'il y a aussi un appel à l'unité des partisans de la France parce qui ont été trop divisés ces dernières années. Vous n'êtes pas partisan de cette unité? Vous pensez que chacun doit faire... non, mais attendez, j'ai jamais varié. Non, j'ai jamais varié de ma position n'a jamais varié, je vous le dis, depuis des lustres, contrairement à certains. L'unité, ça se construit, l'unité. Vous savez, c'est comme, je vais donner l'exemple du sport collectif. Dans le sport collectif, que ce soit au rugby ou au football, il y a plusieurs individualités, c'est vrai. Chacun veut défendre ses intérêts. Après, il doit y avoir un capitaine. Et ce qui est important, c'est l'équipe. Donc l'unité, ça se construit. À l'heure où je vous parle, et on est plusieurs à le penser, les communes en particulier, on est absent du débat public en général. On n'est jamais associé à quelque discussion que ce soit. Et c'est bien ça qui nous préoccupe depuis pas mal de temps. Et les communes qui sont d'ailleurs... je serai toujours loyaliste, il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux dire. C'est pas un reproche qui vous est fait en général. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais quand vous parlez de l'union entre les loyalistes et le Rassemblement, par exemple, est-ce que c'est pas une volonté justement d'unifier au maximum les non-indépendantistes?
L'objectif, eh bien, je pense que l'objectif, c'est quelque chose qu'on doit atteindre, mais pas avec différentes méthodes. Je veux dire, l'union, ça se construit. On a l'impression, d'une manière générale, qu'on est toujours en train de travailler avec un coup d'avance. Je veux dire, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas trop les sénatoriales. J'entends les débats de droite et de gauche, on les prépare déjà. Et les provinciales, si elles ont lieu l'année prochaine, voire les élections Vous doutez dans qu'elles les aient lieu? différentes assemblées. Moi, je ne suis pas là pour partager ou défendre des postes. Je suis là pour travailler pour l'intérêt de nos concitoyens en Nouvelle-Calédonie. C'est ça mon objectif. Vous pensez que les provinciales pourraient ne pas avoir lieu en 2024? L'État a répété que les élections se tenaient à l'heure dite et qu'elles auraient lieu. Deux raisons. D'abord, effectivement, et là-dessus, je voudrais remercier l'action de Gérard Darmanin, parce que je pense qu'il mène les choses de main de maître. Alors, avec la situation en métropole telle qu'on l'a vécue ces derniers temps, ça peut-être être compliqué pour lui, mais en tout cas, je trouve qu'il y met des moyens et de l'énergie pour faire avancer le dossier calédonien. Donc ça, je pense qu'on peut le remercier. Je crois que le président de la République, et on le verra s'il vient à la fin du mois, aura aussi quelques annonces à faire. Donc c'est important que l'État s'investisse dans le dossier. Nous, il faut qu'on soit majeur, qu'on soit loyaliste ou indépendantiste pour faire avancer le dossier. Le corps électoral, bien sûr qu'il sera dégelé, c'est une évidence et c'est indispensable. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on y met dedans et quelle citoyenneté on y met dedans. Mais après, l'autre sujet, après le corps électoral, que ce soit le corps électoral pour les élections, j'allais dire, dites provinciales, voire le corps électoral pour l'autodétermination, c'est effectivement des débats importants. Mais derrière, c'est l'organisation institutionnelle de la Calédonie qui est encore plus importante. La présence des provinces telles qu'elles sont aujourd'hui ou pas, ça fera partie des débats. Quitte des compétences des communes en particulier, ça fera partie aussi des débats. Donc je ne sais pas à quel moment, effectivement, on pourra organiser des élections provinciales l'année prochaine. Aujourd'hui, on n'a pas la date, d'autant plus qu'il y a en plus des élections européennes au mois de mai l'année prochaine. Donc on a ça aussi à organiser dans les communes. On reviendra dans un tout petit instant sur justement votre projet concernant c'est notamment le partage des compétences et comment vous voyez l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Encore un mot sur l'une des questions récurrentes. Est-ce que l'unité des non-indépendantistes n'est pas indispensable pour éviter l'élection d'un sénateur indépendantiste? Vous dites que non, qu'il n'y a aucun risque. Quand on prend les chiffres, alors bon, 578 grands électeurs, une majorité donc à 289. Les indépendantistes peuvent compter a priori sur 250 électeurs. C'est sûr que c'est un peu chaud quand même, non? Alors, écoutez, vous avez donné le chiffre des électeurs, 578. Je rappelle quand même que pour passer au premier tour, il faut une majorité, bien sûr, mais une majorité des exprimés. Bon, vous faites un raccourci sur le nombre d'électeurs indépendantistes, c'est 230. Hein. Bon, après, vous rajoutez, je pense qu'il y en a certains qui rajoutent l'éveil océanien ou je ne sais qui. En tout cas, les indépendantistes tels que présentés aujourd'hui, c'est 230. Donc, ils n'auront aucune chance, et ça a été prouvé par le passé, d'être élus au premier tour. La question se posera au deuxième tour. Donc, je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a 3 candidats déclarés des loyalistes, il y en aura sûrement d'autres. Moi, je ne me fais pas d'illusions, il y aura sûrement d'autres candidats qui vont se présenter. Ce qu'il faudrait, et c'est là où on doit être majeur, c'est de se dire, les 2 premiers doivent passer au second tour, et celles ou ceux qui arrivent derrière devront se retirer pour ces 2 candidats. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le premier tour, c'est le deuxième tour qui va être important. Qui sera votre suppléante dans cette élection? Vous ne voulez pas le dire, vous faites durer le suspense. Hein. Non, mais chaque chose en son temps. J'y travaille, je l'annoncerai en temps voulu. Vous inquiétez pas, Elisabeth. Vous aurez le nom de ma suppléante. Ce sera une suppléante, oui, déjà forcément. Une femme. Et puis vous verrez. Absolument. Pour l'instant, il y a 2 autres candidats. Donc, comme vous le dites, il y en aura sûrement d'autres. Pierre Frogier et Sonia Baquès. En quoi votre message, votre projet est différent du leur? Si tant est que le leur soit le même. Alors, il y a des points communs, forcément. Le projet, je veux dire, c'est une prédominance des provinces. Je pense que Pierre nous l'a présenté au rassemblement. Je sais qu'on est plusieurs à ne pas être en phase avec son projet. La différenciation provinciale. La différenciation provinciale, je veux dire, on n'a pas... Vous savez, bon, j'ai lu, comme vous, je pense, comme beaucoup, le bilan de l'accord de Nouméa. Même si pendant cette période on a construit des équipements, il y a eu un rééquilibrage, on a construit des routes, des écoles, enfin un certain nombre d'équipements, il y a une chose qu'on n'a pas réussi, hein, c'est la construction de ce fameux destin commun. C'est quelle société on veut construire en Nouvelle-Calédonie. Donc moi je souhaite effectivement
travailler dans ce domaine pour essayer de rassembler les Calédoniens d'une manière générale, l'ensemble des Calédoniens. Et c'est pour ça que je prône une unité au niveau de la Nouvelle-Calédonie. On ne va pas commencer à découper la Calédonie en tranches. Je crois qu'on a tous intérêt et puis en plus sur des sujets essentiels, on le voit ces derniers temps sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement. Aujourd'hui, 3 côtes de l'environnement pour une collectivité de 270 000 habitants, je pense que c'est pas raisonnable. Donc il faut qu'on ait une unité au niveau du territoire, à définir les compétences qu'on veut y mettre. Alors dans votre déclaration de candidature, vous disiez que vous vouliez être la voix d'une Nouvelle-Calédonie une et indivisible. Entre nous, c'est un petit peu l'expression qu'a lancée Philippe Gomès et Calédonie Ensemble pour s'opposer à la différenciation. Mais est-ce que franchement la Calédonie est divisée depuis qu'il y a 3 provinces ? Il y a des politiques différentes. Alors après, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je donne l'exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'environnement, mais on peut le dire aussi sur la jeunesse, le sport, la culture. Je veux dire, à un moment donné, on a besoin d'avoir une politique publique adaptée à nos populations. Aujourd'hui, la mobilité, c'est le maître mot de notre société, qu'elle soit calédonienne ou mondiale. Vous avez des gens qui circulent de la province île à la province sud, de la province nord à la province sud, et inversement. Donc, on doit mener notre politique publique en fonction de toutes ces populations, qu'elles soient du sud, de la province île ou de la province nord. Et c'est ça le rôle des élus, et des élus communaux en particulier, c'est de voir comment on peut construire cette société avec des populations qui ont tous une richesse culturelle. C'est cette mosaïque culturelle de la Calédonie qui est importante. Alors, on les vit de manière différente, mais je crois que notre rôle, c'est effectivement de faire en sorte de construire ces sociétés. Nos gamins, ils le font tous les jours dans les écoles, ou dans les collèges, ou dans les lycées. Pourquoi on ne pourrait pas le faire lorsqu'on est adulte ? Mais en même temps, bon, vous savez, les provinces ont été créées pour permettre un partage de pouvoir entre non-indépendantistes et indépendantistes, avec les indépendantistes qui contrôlent 2 provinces sur 3. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu une réalité de la Nouvelle-Calédonie, que chacun se sent même appartenir à une province qui a une véritable identification ? Alors justement, les provinces, elles ont été construites, on le sait tous pourquoi, c'était qu'on était au bord de la guerre civile, donc il fallait partager le pouvoir. C'était ça l'objectif. Ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné, le bilan des accords nous le dira. Aujourd'hui, peut-être qu'on a un millefeuille institutionnel dont on n'a pas les moyens de gérer. C'est un vrai problème. On voit les contraintes budgétaires des collectivités. Donc il faut être à un moment un peu raisonnable. Qu'on ait une identité. Aujourd'hui, dans la commune, nous on travaille sur définir l'identité d'un BN, se sentir d'un BN. Sauf qu'on vient de Lifou, de Wallis ou d'ailleurs, mais on doit s'identifier à la commune d'appartenance. Parce que c'est important pour la jeunesse, pour défendre son quartier, pour défendre son association sportive. Je vous le disais tout à l'heure, Elisabeth, la mobilité, c'est un des maîtres mots de nos sociétés aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut que les gens sachent d'où qu'ils viennent lorsqu'ils arrivent dans un quartier, dans une commune, dans une province, essayer de se plier aux us et aux coutumes de ces collectivités. Il n'y a pas de mobilité électorale, en revanche, et ça, c'est peut-être un enseignement de ces 30 dernières années. On a bien vu les résultats des 3 référendums, enfin, en tout cas des 2 premiers, puisque les indépendantistes n'ont pas participé au 3e, avec cette véritable fracture, justement, territoriale, avec 2 provinces qui restent indépendantistes à 80%, et la province sud qui reste partisan du maintien dans la France à 80%. Est-ce que ce n'est pas une réalité dont il faut prendre compte ? Alors, c'est une réalité qu'il faut analyser, Elisabeth. Je ne suis pas persuadé que le vote indépendantiste soit pour l'indépendance. C'est plutôt un vote identitaire, bien souvent. Il faut l'analyser comme ça. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des gens qui ont voté pour le oui à l'indépendance soit pour une séparation de la France. Je pense qu'en échangeant justement avec ces populations, on le sait qu'ils veulent garder cette attache à la France. Donc c'est à nous de définir la manière dont il faudrait le faire. Mais avant toute chose, il faut savoir entre nous quelle société on veut construire. C'est ça qui est le plus important pour moi. Alors quelle société vous voulez construire ? Est-ce que vous avez un projet d'ores et déjà ? Est-ce que vous avez quelque chose à mettre sur la table ? Est-ce que vous dites que vous souhaitez participer aux discussions sur l'avenir, sous quelle forme, avec quoi en main ? Alors, c'est un travail que je le fais avec mes collègues maires en particulier. Genre, la collectivité. Quel maire, je veux dire, communale. parce qu'il y a 2 associations de maires. Et ça fait partie des sujets importants. En plus, le maire de Lifou, je le connais un peu. On est jumelé avec Lifou. Robert Roy, qui est le président de l'association des maires indépendantistes. Dits indépendantistes, oui, mais il n'y a pas que des maires indépendantistes à l'intérieur.
l'objectif à terme, et on a commencé à travailler sur ce sujet, c'est une réunification de ces associations. Parce qu'on a des problèmes à 95-98% des sujets, on est en phase sur la défense de l'intérêt de nos concitoyens. Après, je sais qu'il y a l'article 27 qui crée, qui pollue le débat, mais en tout cas, sur les grands sujets, le financement des communes, les compétences qu'on doit donner aux communes, les moyens qu'on doit donner aux communes, on est totalement en phase sur le cœur du développement des communes. Collectivités de proximité, et effectivement, pour lesquelles on doit donner non seulement des compétences pour pouvoir gérer ce quotidien de nos populations, parce que un administré, il ne va pas voir le président de la province ou le président du gouvernement. Le premier interlocuteur qu'il va voir, c'est le maire. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour moi? Vous allez pouvoir me boucher le trou qui est dans la route. Enfin bref, on est toujours au contact des populations. C'est un mandat passionnant, qui est dur, mais très passionnant. Donc, on souhaite effectivement qu'on nous donne les moyens. Après, ça fera partie des débats sur la fiscalité, entre autres, des collectivités, mais surtout des communes en particulier, pour pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens. Donc c'est vraiment définir, et ce sera effectivement entre les provinces et les communes, un débat qu'on aura, parce qu'aujourd'hui, on a des compétences. Je peux vous donner l'exemple de la révision du plan d'urbanisme directeur. On m'a annoncé quelque chose hier à la province, et si ça se fait, mon PUD va être décalé de 6 mois. C'est pas imaginable aujourd'hui. Parce que pour l'instant, ce sont les provinces qui ont la compétence en matière d'urbanisme. Voilà, en matière d'urbanisme, développement économique, c'est les provinces. Je veux dire, à un moment donné, si le maire il veut aménager son territoire, développer son territoire, il doit avoir quelques compétences. Et c'est pareil. Concernant l'animation de la jeunesse, le sport, enfin la culture, je peux vous donner de multiples exemples où on pense, enfin mes collègues et moi, qu'il faut nous donner les moyens et les compétences pour pouvoir le faire. Donc ce projet de société est surtout basé sur redonner des compétences, donner des compétences plus importantes aux provinces, aux communes, en enlever aux provinces, en enlever à la Calédonie. Comment est-ce que vous voyez la répartition? Parce qu'on entend tout pour l'instant. Ce sera un débat. Je vous disais tout à l'heure, je pense que la Nouvelle-Calédonie, elle doit exister parce que il y a aussi des candidats au sénatorial qui l'ont exprimé, que le gouvernement, l'unité du territoire, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux. Au contraire, moi je pense que tout le monde constate qu'il y a 1000 feuilles, mais chacun n'enlève pas les mêmes feuilles, quoi, en gros. Voilà, exactement. Le problème, je pense, qu'il y a aujourd'hui, c'est que les élus des provinces se retrouvent au Congrès. Et pour l'avoir constaté, puisque j'ai été élu à la province et au Congrès pendant 5 ans... Il y a toujours beaucoup de maires, il y a toujours eu beaucoup de maires au Congrès, d'ailleurs. Non, mais c'est pas ça le problème pour moi. C'est que les élus provinciaux qui viennent au Congrès, en fait, ils défendent l'intérêt de la province. Ils ne défendent pas l'intérêt de l'unité du territoire ou des problématiques transversales au niveau du territoire. Et on le voit. Enfin, je veux pas... Les exemples, j'en ai plein. Et c'est ça, le vrai souci. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir... est-ce qu'il ne faudrait pas une élection plus territoriale, comme ça se faisait par le passé, pour défendre des dossiers d'intérêt territorial? Une seule circonscription pour élire les élus du Congrès. Les élus du Congrès. C'est aussi un débat que je mets sur la table. Moi. Et c'est peut-être le corps électoral qu'on définit. Donc deux types d'élus, des élus qui ne seraient que provinciaux et des élus qui ne seraient que territoriaux. Après, il y a les élus communaux. Il faut qu'on définisse entre les représentants des communes et des provinces. Et vous allez multiplier le nombre d'élus, là? Non, au contraire. Ah bon. Au contraire. Je pense qu'il faut réduire le nombre d'élus, si vous voulez que je vous en parle. Quels sont les autres fondements de ce projet de société? Vous parlez une Calédonie respectueuse de toutes les cultures et toutes les convictions. Ça se traduit comment? Ça se traduit parce que... Je crois que tout le monde est d'accord à peu près sur ce qu'on vit au quotidien, dans les écoles, dans le monde associatif en général, dans la société civile. Encore une fois, notre jeunesse, elle aspire qu'à une chose. Et la population calédonienne, on l'a vu dans tous les sondages, toutes les études, ils aspirent qu'à une chose, c'est de vivre en bonne harmonie dans ce beau territoire. Concrètement, ce projet, vous souhaitez l'apporter, par exemple, dès le mois d'août à Paris, quand il y aura des discussions trilatérales, essayer de vous faire représenter ou que les maires soient représentés pour défendre ce type de projet? Ou est-ce que vous pensez attendre la préparation d'un grand accord, comme on dit, puisqu'il y a un petit accord sur le corps électoral et qu'il y aurait un grand accord sur le statut de la Nouvelle-Calédonie? Écoutez, Elisabeth, on constate, on est plusieurs à constater, effectivement, qu'on n'est pas écouté, entendu, ou on ne nous demande pas notre avis sur tous ces débats depuis 2-3 ans.
une des raisons essentielles de ma candidature, c'est bien ça. Mais attendons le 24 septembre. Hein. Lorsque je serai élu sénateur, je pourrai porter cette voix en tant que sénateur. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je veux dire, dites-moi dans quelle structure les associations de maires sont représentées, en tout cas, et la parole, on leur demande la parole sur ce dossier. Donc, quand Gérald Darmanin vient en Nouvelle-Calédonie, vous n'êtes pas contacté, vous n'êtes pas sollicité? On a été reçus à la Chambre de commerce et d'industrie avec un certain nombre d'élus communaux. Mais à aucun moment on a un débat. Vous savez, on parle du corps électoral par exemple. Ce sont les maires et les communes qui au quotidien, pendant les 3 référendums, je peux vous dire que nos agents ont travaillé énormément. Et c'est chez vous que se rassemblent les commissions administratives. Exactement. Et alors votre position, vous, c'est quoi pour le corps électoral? Puisque là aussi, on entend tout et son contraire pour l'instant. Les indépendantistes auraient dit 10 ans, l'État propose 7, les loyalistes sont entre 0 et 3. Je vais vous dire mon point de vue. Non, je vais vous dire mon point de vue, Elisabeth. De toute façon, il va être dégelé, ça fait partie d'une obligation de le faire. Après, moi, je ne suis pas un fan du curseur. Le curseur, c'est difficile, c'est compliqué. Hein. On a tous les bonnes raisons de le mettre à un endroit ou à l'autre. Encore une fois, je pense que le vrai débat, c'est de savoir quelle société calédonienne on veut construire. Et à ce moment-là, on définira ce qu'on veut comme citoyenneté calédonienne. Ça découle de ça. Mais ce n'est pas un curseur à déplacer entre 3 et 10 ou à 20 ans. Enfin, c'est mon point de vue. Maintenant, ça fera partie peut-être des discussions à venir prochainement. Qu'est-ce que vous pensez? Je fais confiance en tout cas aux élus, qu'ils soient indépendantistes ou non, de sortir de ce débat-là pour pouvoir arriver à consolider cette société calédonienne. Justement, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des élus indépendantistes? Depuis un moment, ils ont quand même traîné les pieds pour discuter. Là, il semblerait qu'ils puissent participer enfin à des trilatérales au mois d'août, mais ce n'est pas encore décidé. Vous croyez qu'ils vont être prêts à discuter effectivement avec vous, enfin avec les non-indépendantistes et avec l'État d'un projet de ce statut? Moi, j'ai toujours été un élu optimiste. Je suis convaincu, on a vécu un certain nombre de périodes compliquées dans notre vie en Nouvelle-Calédonie, qu'on trouvera le moment pour effectivement discuter, échanger, voire négocier pour trouver une issue. Aujourd'hui, les indépendantistes, ils accordent beaucoup d'importance à la bilatérale avec l'État pour définir un certain nombre de choses. Je pense qu'ils sont arrivés, j'espère qu'ils sont arrivés au bout de ce débat et qu'on pourra assez rapidement avoir des trilatérales pour faire avancer le dossier en particulier de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et vous croyez qu'ils accepteront aujourd'hui de construire une Calédonie qui sera dans la France, comme l'a rappelé hier la Première ministre? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que tous les indépendantistes soient pour une coupure avec la France. Après, bon, à nous de définir le lien avec la France dans la Constitution française d'une manière définitive. Enfin, je pense que c'est l'aspiration de tout le monde, en particulier de la société calédonienne, du monde économique qui a besoin de visibilité pour pouvoir développer, parce qu'on le voit ces derniers temps. Il faut que l'économie redémarre si on veut maintenir les moyens pour nos collectivités et nos retraites en particulier. Alors d'une manière définitive, mais il y a la question du droit à l'autodétermination que Gérald Darmanin a mis sur la table. Là aussi, il a demandé les avis des uns et des autres. Vous avez une position, vous, sur cette question du droit à l'autodétermination? Elle doit être maintenue à quelle échéance? Il est constitutionnalisé, le droit à l'autodétermination. Tout peuple a ce droit à l'autodétermination. Après, c'est de définir à quel moment on le déclenche. Il ne faut pas qu'on le déclenche toutes les 5 minutes. Je veux dire, à un moment donné, et c'est ça le débat qu'on doit avoir. Et qui peut le déclencher et quel corps électoral pourra y participer? Exactement. Et ça doit être... il faut qu'on trouve le moyen, et là je suis assez d'accord avec Pierre là-dessus, que soit la société calédonienne, d'une manière générale, les Calédoniens, qui décident à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, à nous de définir la procédure, qu'on doit passer à un vote sur l'autodétermination. Le président de la République pourrait venir à la fin du mois, en tout cas il est annoncé pour l'instant. Vous disiez tout à l'heure qu'il pourrait annoncer des choses, qu'est-ce que vous en attendez? Vous pensez qu'il va se mêler du débat public, du débat calédonien ou que c'est plutôt aujourd'hui du domaine du ministre de l'Intérieur? Moi, de mon point de vue, ça serait compliqué parce que, quel type d'annonce pourrait-il faire? On le souhaite tous qu'il fasse une annonce pour nous soutenir économiquement, parce que, on l'a vu ces derniers temps, je pense que la Nouvelle-Calédonie a besoin d'un soutien de la France financièrement. Ça pourrait être une des annonces qu'il ferait lors de son séjour.
Moi, je pense plutôt, vu son éventuel déplacement au Vanuatu, à Wallis, c'est encore une fois avancer sur sa stratégie de l'axe Indo-Pacifique, et c'est important pour notre politique régionale. De toute façon, je crois que la Nouvelle-Calédonie, elle doit faire partie avec la France de ce débat au niveau de la région. C'est les deux sujets sur lesquels... Mais sur l'avenir institutionnel, je pense que le dossier n'est pas suffisamment abouti pour qu'il intervienne aujourd'hui sur le dossier. Mais bon, après, ça vous inquiète pas, le président de la République, il nous a montré par le passé qu'il était capable aussi de faire des annonces auxquelles on ne s'attend pas. Ça vous inquiète pas que ça traîne comme ça? D'ailleurs, le dossier institutionnel, ça fait quand même plus d'1 an et demi maintenant que les 3 référendums ont eu lieu. On voit toujours rien venir. Les Calédoniens s'impatientent d'ailleurs. Et ça a aussi des conséquences sur l'économie, tout le monde le sait. Moi, ça m'inquiète, et c'est une des raisons, je vous l'ai dit en introduction, pour lesquelles je m'engage aujourd'hui, alors que j'aurais pu ne pas le faire, parce que je pense qu'il faut arrêter ce débat bloc contre bloc, faire de la politique autrement, parce que les Calédoniens l'attendent, je pense. Il y a l'unité, bien sûr, c'est quelque chose d'important, mais il y a aussi la manière, parce qu'on on se connaît tous depuis des années, donc je pense qu'on est capable de se parler entre Calédoniens, qu'on soit indépendantiste ou pas, pour trouver une issue à ce débat. Mais il ne faut pas préparer les coups d'après. Moi, j'ai entendu un certain nombre d'élus passer chez vous où il faut battre les indépendantistes pour avoir la majorité au provincial l'année prochaine. C'est pas comme ça que je conçois les choses, moi. C'est comment on construit notre société, on verra bien après. Mais retrouver la majorité au Congrès et au gouvernement, ça vous paraît pas un élément indispensable pour les non-indépendantistes? C'est important. Je pense qu'il faut que, je vais dire, la société calédonienne s'exprime dans son ensemble. Qu'on ait la majorité, ça me paraît, mais c'est pas l'objectif. Il ne faut pas le prendre comme ça, comme un objectif premier. Pour moi, l'objectif premier, c'est de savoir quelle société on veut construire. Après, on sera toujours prêt à s'organiser pour effectivement que la majorité s'exprime et que, en gros, un homme, une voix puisse s'exprimer. C'est bien ça le sujet. Jean Naturel, vous êtes maire de Dabéa depuis 15 ans. Si vous êtes élu, vous devrez abandonner ce mandat. Vous nous dites que c'est le plus beau mandat du monde. Vous allez pas, ça va pas être déchirant pour vous? C'est sûr, mais j'ai beaucoup réfléchi. Alors le problème, c'est aujourd'hui, le non-cumul des mandats nous impose effectivement à ne pas cumuler un mandat de maire avec un mandat de sénateur. J'y ai réfléchi grandement. Je me suis préparé. J'ai préparé mes élus. Vous savez, j'ai dit à tout le monde que c'était ma dernière mandature. J'ai renouvelé 50% du conseil municipal. L'équipe est prête. Et vous l'abandonneriez à la moitié, quoi. L'équipe est prête. La feuille de route est mise en place. Tous les ans, on étudie la feuille de route jusqu'en 2026. Ce que je peux dire aux Dambéa en particulier, parce que c'est eux qui sont... échange avec eux, qui sont un peu inquiets. Vous savez, le mandat, il ne nous appartient pas. Je veux dire, qu'on soit président de la province ou président du gouvernement, je veux dire, à un moment donné, on l'a vu par le passé, on change de truc. Donc, je suis maire depuis 15 ans, il ne m'appartient pas ce mandat. Il appartient aux Dambéa. Donc, en tout cas, ce que je peux vous annoncer ici à la radio, c'est que je serai obligé de démissionner, effectivement. Mais comme je n'ai pas d'autre mandat, je resterai conseiller municipal de Dambéa. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, pour garder le contact avec le terrain, c'est essentiel. Donc, un sénateur, conseiller municipal de Dambéa, je pense que pour Dambéa, ça serait honorifique. Vous avez déjà des tas de gens ou des tas de responsables dans le conseil municipal de Dambéa, donc on imagine qu'il pourrait y avoir un maire. Vous savez déjà qui serait amené à vous succéder? Non, moi c'est le conseil municipal qui décidera. C'est pas moi qui vais décider qui va me remplacer comme maire. C'est le rôle des conseillers municipaux. Donc il y aura une élection après mon élection pour choisir le meilleur candidat pour être maire. Pour conclure, Georges Naturel, d'ici le 24 septembre, vous allez être sur le terrain, vous allez rester à Dambéa, vous allez Ah non, écoutez, parcourir la Calédonie? Je vais parcourir la Calédonie. J'ai déjà des rendez-vous dès la semaine prochaine pour aller rencontrer les conseillers municipaux d'abord. Donc j'ai demandé à mes collègues de m'accueillir. Et puis après, s'il y a des corporations ou des élus qui ont besoin d'échanger avec moi, je le ferai sans problème. En tout cas, je vais réserver ces 80 jours qui restent au terrain et à la rencontre de l'ensemble des élus de terrain. Georges Naturel, maire de Dambéa, candidat au sénatorial du 24 septembre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Elisabeth.